Ma sœur n'a pas attendu les bougies ni la bénédiction. Elle s'est levée au dîner d'anniversaire de papa, a levé son verre et a annoncé qu'elle était la seule à avoir accès à la banque, assez fort pour que tous les regards se tournent vers elle. Sans un murmure, sans une hésitation, tout le monde a souri comme si sa vantardise était une chose dont il fallait être fier. Papa, lui, n'a pas souri. Sa main tremblait à peine, mais je l'ai vu. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas contredite. Je portais simplement le poids de l'appel de la banque et je réalisais que notre famille était à 2 doigts d'éclater. Dis-moi, qu'aurais-tu fait? Mais, je m'appelle Rose, et ce qui est étrange avec ma famille, c'est la facilité avec laquelle on peut disparaître, même assis à la même table. Tout le monde parle, tout le monde rit, mais d'une manière ou d'une autre, ta voix se glisse entre les lignes avant que quiconque ne l'entende. C'est toujours comme ça entre Émilie et moi. Elle remplit la pièce et je la stabilise. Elle brille et je veille à ce que tout ce qui se trouve derrière elle ne s'écroule pas. On croit souvent que je suis discrète par timidité. La vérité est plus subtile encore. J'ai appris très tôt que chez nous, l'harmonie primait sur l'honnêteté. Si Émilie rayonnait, on faisait tous semblant que sa lumière était chaleureuse. Si maman insistait sur le fait que tout allait bien, on agissait comme si c'était le cas. Et si papa hésitait ou oubliait quelque chose, on détournait le regard pour ne pas l'embarrasser. C'était plus facile que d'affronter la vérité. Pourtant, papa et moi avions notre propre rythme. Il m'appelait quand il était perdu face à un numéro, ou quand un rappel de paiement apparaissait sur son téléphone et qu'il n'était pas sûr de l'avoir déjà réglé. Je n'en faisais jamais toute une histoire. Je passais simplement après le travail, je l'aidais à trier une pile d'enveloppes, on buvait du thé dans cette vieille cuisine de Denver, et je repartais avant que quiconque ne crie au favoritisme. Dans notre famille, même la gentillesse devait rester discrète. Mais l'automne dernier, j'ai commencé à remarquer des moments où la certitude de papa vacillait. Pas d'épisode dramatique, juste une pause trop longue, un détail oublié qu'il aurait parfaitement maîtrisé avant qu'une question ne soit répétée peu après avoir reçu une réponse. Quand j'ai essayé d'en parler à maman, elle m'a caressé la main et m'a dit « Il est fatigué, Rose. » Ne t'inquiète pas. Émilie a dit la même chose. Si Émilie décidait que ce n'était pas un problème, soudainement, cela n'avait plus le droit d'en être un. Puis la banque a appelé. J'étais en train de consulter des budgets au bureau, entouré du bourdonnement familier des imprimantes et des conversations à voix basse, lorsqu'une conseillère m'a demandé si je pouvais vérifier l'activité récente sur le compte de papa. Au début, j'ai cru à une vérification de routine. Puis elle a décrit les retraits, plusieurs gros montants trop rapprochés, et m'a demandé si papa avait autorisé une demande de carte supplémentaire liée à son compte. Quand elle m'a dit que la demande venait d'un membre de la famille, je n'ai pas eu besoin qu'elle finisse sa phrase. J'ai demandé un délai pour examiner la question. Elle a accepté. L'appel s'est terminé, mais le poids de cette épreuve persistait. J'avais prévu de parler à papa en privé avant son anniversaire. J'avais répété comment aborder le sujet en douceur, sans le mettre mal à l'aise. J'avais même noté les questions, les avais glissées dans mon agenda, comme une petite promesse que je me faisais. Mais la vie nous offre rarement le moment parfait qu'on espère. Son dîner d'anniversaire est arrivé plus vite que prévu, avec des bougies, des rires et des proches qui croyaient encore que tout allait bien. Et Émilie, bien sûr, il fallait que ce soit elle, avait choisi ce soir-là pour clamer haut et fort son pouvoir. Le dîner d'anniversaire de papa avait lieu dans un petit restaurant de Denver, de ceux avec une lumière tamisée et des murs de briques apparentes qui donnaient à chaque fête une atmosphère plus intime qu'elle ne l'était en réalité. À mon arrivée, la moitié de la famille était déjà installée, manteaux jetés sur les chaises, couverts qui s'entrechoquaient, et quelqu'un demandait le dessert avant même qu'on ait commandé le plat principal. Tout semblait parfaitement normal, ce qui, bizarrement, ne faisait qu'accentuer mon angoisse. L'appel de la banque résonnait encore en moi, mais j'essayais de l'ignorer le temps de laisser papa profiter de sa soirée. Il avait bonne mine ce soir-là. Un peu fatigué, certes. Ses épaules étaient lourdes d'une façon que je ne me souvenais pas avoir ressentie lors de mes anniversaires précédents. Mais son sourire était sincère lorsqu'il m'a serré dans ses bras. Il m'a demandé si j'avais pensé à apporter les bougies qu'il aimait. Oui, je les avais. Je le faisais toujours. C'était un de ces petits détails sur lesquels il comptait, le genre de détails que personne d'autre ne remarque jamais jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Émilie est arrivée avec un quart d'heure de retard, vêtue d'une robe à paillettes qui attirait tous les regards. Elle s'est excusée avec emphase, comme si elle revenait tout droit d'une mission d'extermination. Et maman a joint les mains comme si elle accueillait un membre de la royauté.
La différence entre la façon dont ils l'ont accueilli et la façon dont ils m'ont accueilli était subtile, mais suffisamment marquante pour laisser des traces. Je n'étais pas en colère, juste touchée. Pendant l'apéritif, les conversations tournaient autour des vacances, des anecdotes de travail et des projets de bricolage que chacun s'imaginait réaliser un jour. Papa a ri à quelques reprises, mais j'ai surpris ces instants où son regard s'est perdu, comme s'il cherchait un fil conducteur qu'il avait égaré. Quand il s'est penché vers moi et m'a demandé de quoi nous parlions, une chose aussi simple que la nouvelle table d'appoint d'Émilie, j'ai répondu à voix basse, espérant que personne ne le remarque. Maman l'a remarqué, mais elle m'a lancé un regard noir, sans s'attarder sur la situation. Puis, tout a basculé. Émilie a tapoté son verre avec sa fourchette. 3 petits tintements ont plongé la pièce dans le silence. Elle s'est levée, souriant comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Je voudrais porter un petit toast », a-t-elle annoncé en posant une main sur l'épaule de papa, comme si c'était elle qui l'avait toujours soutenu. Papa l'a regardée, perplexe mais poli. Émilie a levé son verre plus haut. La plupart d'entre vous savent que j'aide papa avec ses finances ces derniers temps. Quelques proches ont acquiescé. Maman a même murmuré un mot d'appréciation. Émilie a poursuivi d'une voix enjouée et fière. Et maintenant, je suis la seule à avoir accès à la banque. Alors, pas de souci. Papa est complètement à l'abri. La réaction de l'assemblée était exactement celle qu'elle espérait. Des sourires, des rires étouffés, quelques verres levés, cette approbation qui semblait toujours lui tomber du ciel. Mais papa ne souriait pas. Sa mâchoire se crispa presque imperceptiblement. Et quelque chose se brisa en moi. Tout le monde souriait. Et aucun d'eux ne comprenait vraiment le sens de ces sourires. Pas vraiment. Il n'avait pas perçu l'incertitude dans la voix de papa lorsqu'il m'avait demandé le mois dernier comment consulter un solde qu'il avait déjà vérifié. Il n'avait pas entendu le conseiller bancaire s'interroger sur des retraits inhabituels. Il n'avait pas vu les papiers que papa avait signés, me désignant comme deuxième personne à contacter en cas d'urgence. Mais je voyais tout cela se dérouler derrière mes yeux comme un avertissement. Émilie savourait son moment. Maman s'essuya les yeux, émue. Et moi, je restais là, me ressaisissant, comme frappé par une froideur implacable. Je n'allais plus me taire. Les applaudissements après le toast d'Émilie s'éteignirent rapidement, noyés dans la douce musique du restaurant et le cliquetis des assiettes débarrassées. Mais le silence entre papa et moi persistait, lourd comme une caresse. Il évitait mon regard, scrutant les plis de sa serviette comme s'il pouvait lui offrir une échappatoire. Je connaissais ce regard, pas vraiment de la confusion, mais plutôt la peur d'oublier ce à quoi, selon tous, il avait pourtant consenti. Le dîner terminé, les gens s'attardèrent près de la porte, s'embrassant, riant, promettant de recommencer, même si nous savions tous que ce ne serait pas le cas. Émilie absorbait chaque compliment comme un rayon de soleil. Elle ne me jeta pas un seul regard. Peut-être me jugeait-elle trop insignifiante pour remettre en question sa version des faits. Ou peut-être avait-elle déjà décidé que la version de papa lui appartenait pour gérer les conséquences. Tant pis pour elle. Dehors, l'air de Denver était vif, de ceux qui vous réveillent, que vous le vouliez ou non. Je resserrai mon manteau et attendis que papa s'approche lentement. Maman se tenait à ses côtés, un sourire trop éclatant aux lèvres, comme si son expression à elle seule pouvait maintenir la famille unie. « Tu n'as pas dit grand-chose ce soir, dit-elle. » Son ton n'était pas curieux, juste assez tranchant pour me prévenir de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Je n'avais pas grand-chose à dire, ai-je répondu. Et c'était vrai. Pas encore. Émilie finit par enlever ses talons, qui claquèrent sur le trottoir. Merci encore pour ce soir, dit-elle à papa en passant son bras autour du sien. Je passerai demain pour régler le reste des papiers. Papa se raidit. C'était léger, mais je le sentis comme une vibration sous terre. Quel papier ? Demanda-t-il. Je vis une lueur d'irritation traverser le visage d'Émilie avant qu'elle ne la remplace par un doux sourire. Ne t'en fais pas, papa. Tu as déjà tout signé. Il a signé ce qu'il a répété. Maman m'interrompit aussitôt. Il est fatigué. Inutile de le faire entrer dans les détails maintenant. Mais je ne pouvais ignorer le malaise qui m'envahissait. L'incertitude de papa n'était plus un cas isolé. Elle devenait une habitude, et Émilie comptait dessus. Elle avait besoin qu'il soit confus, qu'il se taise, qu'il fasse croire aux autres qu'elle voulait simplement l'aider. Je les accompagnai jusqu'à leur voiture, en leur promettant de repasser le lendemain. Maman semblait soulagée,
comme si elle s'attendait à ce que j'apaise les tensions restantes. Émilie, elle, n'avait pas l'air soulagée. Elle semblait agacée. Elle n'aimait pas que je m'en mêle, surtout dans les choses qu'elle voulait contrôler. Une fois rentrée, j'allumai la plus petite lampe du salon, celle qui projetait une douce lumière sur la table basse. Je sortis le dossier que papa gardait dans son tiroir, police d'assurance, relevé, historique de paiement, et je les étalai sur la table. Je ne tardai pas à repérer les incohérences. Des retraits trop rapprochés. Des notes écrites de la main de papa qui ne lui ressemblaient pas. Lui. Un formulaire de demande avec la signature d'Émilie à la place de la sienne. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'étais pas submergée. J'étais étrangement calme, comme si mon esprit avait déjà pris une décision avant même que je n'en prenne conscience. Ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Et les schémas ne se brisent que lorsqu'on refuse de détourner le regard. Je me suis adossée, fixant les papiers éclairés par la douce lumière de la lampe, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. La vérité devait éclater, et elle n'allait pas attendre un jour de plus. Le lendemain fut étrangement calme, comme si les heures retenaient leur souffle. Je suis arrivée chez papa juste avant midi, m'attendant presque à ce que la voiture d'Émilie soit déjà garée. Elle n'y était pas. Son absence aurait dû me rassurer, mais au contraire, elle a accéléré mon pouls. Émilie adorait me devancer si elle n'était pas encore arrivée. Cela signifiait qu'elle préparait quelque chose de plus important qu'un simple départ en avance. Papa a ouvert la porte lentement, s'appuyant plus lourdement sur le chambranle que d'habitude. Ses yeux se sont illuminés en me voyant. Mais il y avait. La fatigue était palpable, comme s'il s'était débattu avec des pensées inextricables. À l'intérieur, la lumière du matin baignait la table de la cuisine où une tasse de thé à moitié bu refroidissait à côté de ses lunettes. Il me fit signe de m'asseoir, se frottant le front en s'installant sur la chaise en face de moi. « Rose, dit-il. Avons-nous parlé de quelque chose hier dont je ne me souviens plus très bien ?» Mon cœur se serra, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il savait qu'il avait oublié. Cette prise de conscience était une blessure en soi. Je gardai une voix douce. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de parler, papa. Mais il faut qu'on le fasse maintenant. Avant que je puisse continuer, une portière de voiture claqua dehors. Les talons d'Émilie claquèrent sur l'allée. Maman la suivit, portant un dossier si épais que j'en avais la mâchoire crispée. Elles entrèrent sans attendre d'être invitées, comme le font les gens persuadés d'avoir plus leur place que vous. Le sourire d'Émilie était trop éclatant. Un timing parfait. J'avais apporté le reste des documents que papa devait finaliser. Finaliser ce que papa a demandé, les sourcils froncés. Elle a ignoré la question. Maman n'a même pas daigné me regarder. Je me suis levée lentement. On ne signe rien aujourd'hui. Émilie s'est tournée vers moi, son visage se figeant. Ça ne te regarde pas, Rose. Ça concerne papa, dis-je calmement. Et la banque. L'attention se porta instantanément sur la pièce. Émilie s'immobilisa. Maman cessa de faire bruisser les papiers. Papa, déconcerté par ce changement soudain, regarda les visages un à un. « De quoi parles-tu » demanda Émilie. Je fouillai dans mon sac et déposai sur la table les relevés imprimés, les avis de retrait et la demande de deuxième carte. Papa les fixa comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « J'ai reçu un appel », dis-je d'une voix assurée. Ils ont signalé ces paiements. Ils pensaient qu'il y avait un problème. Maman se hérissa. « Tu aurais dû venir nous voir en premier. »« J'allais le faire, » répondis-je. « Mais hier soir, tout a changé, » railla Émilie. « Oh, s'il te plaît. À cause d'un toast, tu en fais tout un drame. »« Tu as dit que tu avais un accès total à la banque, » répliquai-je. « Devant tout le monde. »« Parce que c'est le cas, » rétorqua-t-elle. Le regard de papa se tourna brusquement vers elle. « Depuis quand ?» Émilie hésita. Un tout petit peu, mais suffisamment pour laisser transparaître sa faiblesse. « Papa, on en a parlé. Tu as dit que je pouvais t'aider. Tu as signé. Les formulaires. » Il secoua lentement la tête. « Je ne m'en souviens pas. » Maman intervint brusquement, trop brusquement. « Chérie, tu étais fatiguée ce jour-là. N'en faisons pas toute une histoire. » Mais je ne la regardais pas. Je regardais Émilie, et elle perdait pied.
C'est moi que la banque a appelé, dis-je, parce que papa m'a désigné comme personne à contacter en cas de besoin. Il devait vérifier si quelqu'un de la famille retirait de grosses sommes en son nom. La voix d'Émilie s'éleva, tranchante comme du verre brisé. « Tu m'accuses de vol ? Je te demande des explications, dis-je. » Son visage s'empourpra. « C'est ridicule. » Je pris une inspiration et me tournai vers papa. « As-tu autorisé ces paiements ? » Tous. Sa confusion était pénible à voir. Je croyais que oui. Ou peut-être. Il se frotta les tempes. Je ne sais plus. Émilie bondit. Tu vois, il oublie des choses, Rose. C'est pour ça que je l'aide. Non, dis-je doucement. C'est pour ça que tu profites de lui. Le silence qui suivit fut lourd et électrisant. Maman inspira brusquement. La mâchoire d'Émilie se décrocha, sa voix explosant sur un ton que je ne lui avais jamais entendu. On m'a appelé pourquoi ? C'était le même ton que la veille, mais cette fois, il n'y avait personne à charmer, juste la vérité qui la cernait de toutes parts. À propos d'une activité irrégulière, répondis-je. À propos d'une demande de carte à ton nom. À propos de retrait que papa n'a pas confirmé. Papa fixa Émilie, les yeux écarquillés, presque terrifié. Émilie, c'est toi qui as fait ça. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. J'essayais juste de simplifier les choses. Tu es débordée. Maman a dit que je ne t'avais pas dit de prendre de l'argent. Maman rétorqua sèchement, mais sa voix tremblait. Je pris le dernier morceau de papier. Voici la demande pour la carte supplémentaire. La signature est la tienne, pas celle de papa. Émilie se jeta sur le papier. Je le lui retirai. Papa se leva lentement, les paumes appuyées sur la table pour garder l'équilibre. Émilie, tu as falsifié ma signature. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit-elle, la voix brisée. J'ai rempli. Tu as dit que je n'avais pas dit ça, parce que tu as dit que je ne l'avais pas dit, murmura-t-il. Je ne l'aurais pas dit. Ses épaules tremblaient. Non pas de colère, mais d'horreur à l'idée que quelqu'un en qui il avait confiance ait profité de sa confusion. Émilie tenta une autre approche. Papa, s'il te plaît. J'essayais de t'aider. J'ai toujours aidé. Non, dit-il en tremblant. C'est Rose qui t'a toujours aidé. Ces mots n'avaient rien de victorieux. Ils pesaient lourd, comme un chagrin qui se renforçait. Émilie recula, le regard passant de l'un à l'autre, cherchant le schéma familial habituel qui me reléguait toujours au second plan et la mettait sous les projecteurs. Mais le scénario avait changé, et elle le savait. « Donne-moi tes clés », dit soudain papa. Émilie cligna des yeux. Quoi ? Les clés de la maison, les documents bancaires, tout. Tu ne peux pas être sérieux. Mais il l'était. Il tendit la main. Elle tremblait, mais pas d'hésitation. Comme elle ne bougeait pas, il se tourna vers moi. Appelle la banque, Rose. Dis-leur que je veux que tous les accès soient révoqués, sauf les tiens. Et demande-leur d'enquêter sur le reste. Maman. Émilie eut un hoquet de surprise. Son visage devint livide. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi, balbutia-t-elle. Je choisis la vérité, répondit papa. Et la vérité, c'est que je ne te fais pas confiance. Émilie porta la main à sa bouche, le souffle court. Tu vas le regretter. Papa secoua la tête. Je regrette déjà ce que je n'ai pas vu. Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort que les gonfires tremblaient les charnières. Un long silence s'installa. Puis papa se tourna vers moi, le regard vitreux. Je suis désolé, Rose. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû m'en apercevoir. J'aurais dû. Je lui pris doucement la main. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Ça arrive. L'important, c'est ce qu'on fait maintenant. Il hocha la tête et s'enfonça dans son fauteuil. Et pour la première fois depuis des années, la maison parut authentique. Brisée, certes, mais authentique. La banque réagit vite après l'appel de papa. Le lendemain matin, ils confirmèrent que tous les accès liés à Émilie avaient été révoqués. Une enquête interne fut lancée, et pour la première fois depuis des mois, papa sembla pouvoir respirer. Le poids qui pesait sur ses épaules s'allégea, remplacé par une lucidité fragile mais réelle.
Il me demanda de rester avec lui pendant qu'il triait les documents restants, ses mains se stabilisant chaque fois que je le guidais ou lui rappelais un détail oublié. Maman entrait et sortait de la pièce, plus silencieuse que d'habitude, sa confiance ébranlée par la rapidité avec laquelle la vérité avait éclaté. Elle ne défendait plus Émilie. Elle ne m'en voulait pas non plus. Elle semblait simplement plus vulnérable, comme si elle comprenait enfin à quel point la loyauté peut aveugler. Émilie n'est pas venue à la maison. Elle a envoyé un court message à papa. Rien de agressif. Rien d'excuse, juste une phrase brève disant qu'elle avait besoin d'espace. Il l'a relue 2 fois, a replié le téléphone face contre table et a murmuré « L'espace, c'est bien ». Dans le silence qui a suivi, j'ai senti quelque chose changer. Ni triomphe, ni vengeance, juste le ronronnement régulier d'une famille qui commençait à se reconstruire sur un sol qui ne vacillait plus sous nos pieds. Les semaines suivantes, papa et moi avons trouvé un nouveau rythme. Plus lent, plus doux, plus honnête comme notre famille ne l'avait pas été depuis des années. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé avec Émilie. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être racontées à nouveau pour être comprises. Mais il me faisait désormais pleinement confiance, et cette confiance me semblait être le début de quelque chose de plus solide que le pardon. Si vous avez déjà dû protéger un être cher de ses proches, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et restez connectés. D'autres histoires arrivent.